Salut à toutes et à tous. Dans une minute, promis, on aura le 22e épisode de la saison 7 de Vue du banc. Avant tout, le petit point Coparena, le petit point pré-générique, vous en avez désormais l'habitude, Coparena, notre application à 3,99€ par mois que vous retrouverez très facilement avec du contenu audio, du contenu texte. Le petit programme de la semaine, on est lundi, il y a quelques heures, a été publié le nouvel épisode de Tout simplement Ligue 1 qui est consacré à la saison 2002-2003 des Girondins de Bordeaux avec Edou, Adrien Mathieu et Raphaël. La suite c'est jeudi en audio avec un entretien avec Romain Amouma, entretien très sympathique. On lui a notamment demandé s'il était ou pas meilleur que Denis Bouanga. Vous verrez sa réponse. Et puis en texte, là, dans quelques heures, donc vous l'aurez peut-être même déjà au moment où cet épisode sera publié, il y aura une analyse de Florent de Liverpool City. Et puis plus tard dans la semaine, il y aura un focus Barça et un focus Ajax, les adversaires des clubs français. Tout de suite, Vue du banc, où on parle des matchs entre Liverpool et Manchester City et Marseille et Paris. Bonne écoute. Vue du banc, le podcast pour comprendre le jeu, vous est présenté par PMU.fr. Et je suis donc avec Florent et Raphaël. Salut Florent. Salut Christophe. Et bonjour Raphaël. Bonjour messieurs. Alors, Raphaël, tiens, c'est toi qui vas décider. Tu préfères qu'on commence par quel match? À mon avis, Liverpool City est peut-être le plus intéressant des deux, mais je te laisse la main là-dessus. Oui, clairement, je pense que Liverpool City est le plus intéressant des deux, déjà parce que les deux équipes étaient légèrement plus proches au classement, et puis parce que le match a été plus longtemps serré. Le PSG-Marseille, on pourrait y revenir, enfin Marseille-PSG, mais le fait qu'il y ait 2-0 assez vite, je pense que ça a joué sur pas mal de données dans la suite de la rencontre. Là, Liverpool City, ça a été serré pendant un peu plus d'une heure, jusqu'à ce qu'Alisson fasse des siennes, donc je pense qu'on peut démarrer par ça. Alors, donc Liverpool City, match de dimanche à 17h30. Victoire de City à l'extérieur, 4-1, des buts de Gundogan, égalisation de Salah sur penalty, puis à nouveau Gundo, Sterling et Foden. À noter donc le premier but à la 49e et qu'il y avait un partout jusqu'à la 72e. Donc City aggrave la marque sur les dernières minutes. Les deux compos d'équipe, tant qu'à faire. Côté Liverpool, Alisson dans les buts. Défense, Alexander-Arnold et Robertson sur les côtés. Fabinho et Henderson en défense centrale. Milieu à 3 avec Wijnaldum reculé, Curtis Jones et Thiago Alcantara en relayeur. Et devant, Salah, Mané, Firmino. Salah, Mané sur les côtés, Firmino en pointe comme d'habitude. De l'autre côté, Ederson dans les buts. Alors bon, il y a phase off, phase def, c'est un petit peu mouvant. Mais on va partir sur la phase défensive. Cancelo à droite, Zinchenko à gauche. Stones et Ruben Dias dans l'axe, au milieu Bernardo Silva et Gundogan avec Rodri un petit peu reculé, et devant Mahrez et Sterling sur les côtés et Foden en faux numéro 9. Raphaël, déjà, sur ces compositions d'équipe, qu'est-ce qui a pu bouger selon les phases offensives, défensives, avec ballon, sans ballon? On sait que City notamment aime bien faire évoluer le positionnement de ses joueurs. Ouais, alors j'avais pas vu la plupart des derniers matchs de City, là, de leur très belle série, qui font qu'ils sont meilleurs à la fois avec et sans ballon. Donc ce que j'avais envie de voir, c'était évidemment le positionnement intérieur de Cancelo quand City a le ballon. Et ce qui m'a le plus marqué finalement, c'est pas forcément ça. En tout cas sur ce match, il faudrait que je vois les précédents pour me faire un avis là-dessus. Mais c'est le positionnement de Bernardo Silva en phase offensive, notamment sur les sorties de balles de City, où vu que Cancelo allait à l'intérieur, que Zinchenko restait lui côté gauche, bah, c'était Bernardo Silva qui venait quasiment en position de latéral droit. Alors gaucher du coup à droite, en faux pied. D'ailleurs c'est un thème qu'on avait évoqué récemment, l'importance de certains latéraux en faux pied, ou en tout cas leur capacité à jouer de leur mauvais pied pour trouver des passes intérieures, résister à la pression. Et il l'a très bien fait. Et du coup, on a vu des séquences où Bernardo était plus proche de Stones que de Mahrez ou de Rodrigo et Cancelo au milieu. Ça, c'est un des trucs qui m'a intéressé, parce que finalement, du coup, quand Cancelo revenait à l'intérieur, bah, il n'y avait pas forcément de joueur idoine pour occuper sa position. Mahrez le faisait plus haut, mais il y avait vraiment pas grand monde derrière, et c'était Bernardo qui devenait ce latéral droit. C'est plus ça qui m'a marqué sur cette rencontre que vraiment la performance et l'apport de Cancelo, dont je comprends l'idée, et je vous ai lu récemment ces dernières semaines sur tout ce qu'il apporte à l'intérieur. Mais là, en l'occurrence, sur ce match, il était avec le ballon tout le temps dans l'axe. Il n'y avait pas tellement de mécanismes de permutation ou d'inversion de poste. Donc du coup, c'est comme si Cancelo était milieu axial et Bernardo latéral droit sur les sorties de balle. Et puis ensuite, Bernardo revenait un peu intérieur et Mahrez prenait le couloir. Donc Cancelo sur ce match m'a pas marqué, mais j'imagine que sur les précédents, c'était un peu différent.
Florent, qu'est-ce qu'on peut dire finalement sur le rapport de force que, comme je le disais, le 4-1 est surtout lié, à Alisson bien sûr, mais à la fin de match très réussi de la part de City. Qui a eu le dessus, à quel moment? Est-ce que c'était assez fluide ou est-ce qu'au contraire ça a varié sur le rapport de force? Non, c'était assez fluide. Il n'y a pas forcément eu d'énormes temps forts marqués par des occasions, je veux dire. C'est-à-dire il y a eu des périodes, en effet, notamment en fin de première mi-temps, où Liverpool a pris la balle et l'a gardée pas mal de temps, mais il y avait de vraies difficultés à créer le danger, créer des décalages. Je vais juste revenir sur ce que disait Raphaël par rapport à Cancelo et Bernardo Silva, pour le rejoindre. C'est-à-dire que Cancelo jouait en effet intérieur. Quand City repartait de derrière, en gros, Cancelo jouait sur la même ligne que Rodri, et il se plaçait derrière la première ligne de 3 de Liverpool. Et évidemment, avec ces deux points de fixation à l'intérieur, ça posait un problème à Liverpool, qui n'avait plus qu'un seul 6 à isoler, mais deux. Et en fait, forcément, ça resserrait le bloc de Liverpool dans l'axe, les deux premières lignes de 3, et du coup, ça créait des espaces sur les côtés. L'idée étant de toucher un point de fixation à l'intérieur, et ensuite de mettre le ballon de côté, notamment par exemple sur Bernardo Silva à droite, pardon. Bernardo Silva qui ensuite, avec ses qualités principales, pouvait porter la balle, rentrer, faire reculer le bloc et aller fixer, voire lancer les actions, voire surtout renverser le jeu. Parce que si le rapport de force s'est joué à un endroit, je pense, sur l'ensemble de ce match, c'est sur les ailes. C'est-à-dire que des deux côtés, il y a eu très peu de place laissée au jeu intérieur. Défensivement, ça fermait le cœur du jeu. En revanche, forcément, quand tu densifies l'axe, tu vas laisser de la place sur les ailes. Et sur les ailes, je pense que City a été beaucoup plus fort, beaucoup plus percutant, notamment avec un Sterling qui a été très, très, très bon, très, très efficace dans ses dribbles et ses prises d'initiative. Il va chercher un penalty, il fait la différence sur l'ouverture du score, il marque ensuite un but au bout de la chaîne, partant de l'erreur d'Alisson. Donc la vraie différence, c'est ça, c'est quand tu vois à City, d'un côté comme de l'autre, on avait deux blocs qui étaient bien verrouillés pour empêcher le jeu intérieur. Il ne restait que les ailes pour créer et apporter un peu de vitesse et de créativité. Et en l'occurrence, sur les ailes, City a été bien au-dessus de Liverpool, qui s'est entêté a pas mal centré. Je crois qu'il termine à 21 centres sur l'ensemble du match, ce qui n'est pas énorme non plus. Il y a des équipes qui centrent beaucoup plus. Mais en face, City n'a centré que 6 fois, par exemple. C'est-à-dire, en gros, quand City pouvait arriver sur l'aile gauche, City pouvait rentrer dans la surface en percutant et faire mal. Et en face, Liverpool n'avait pas cette solution-là. Et du coup, Liverpool est très peu rentré finalement dans la surface de Manchester City. Raphaël, toi t'estimes quand même que Liverpool, je sais pas, on va dire du quart d'heure à la mi-temps, était au-dessus, alors que City a démarré plus fort et fini plus fort. Est-ce que à froid tu restes sur cette idée qu'il y a quand même eu un temps fort pas incroyable, mais un moment où Liverpool, je crois que notamment au niveau de la possession, c'était quand même assez marqué, où il y a des séquences, je crois, d'un quart d'heure où Liverpool est à 70% de possession. Ouais, il y a eu un temps fort, mais que tu l'as dit, qui est pas énorme. Je suis en train de regarder les moments des tirs des deux équipes, sachant que le match est pas très prolifique en termes d'occasion. Ça finit à 8 tirs contre 8. Alors je crois que les XG de City sont assez énormes parce que les occasions sont très proches du but par contre. Donc ça fait la différence. Mais Liverpool a 4 tirs en première période, dont tu l'as dit, la plupart entre la 15e et la 45e. Et ils ont 3 tirs en début de deuxième période, jusqu'à peu près l'heure de jeu. Et ensuite, City va prendre le dessus, malgré l'égalisation de Mo Salah. Donc ouais, c'est des légers temps forts, mais tu vois, on parlait des performances individuelles, notamment de Sterling, et je pense qu'on parlera pas mal de Foden. Mais du côté de Liverpool, les individualités offensives n'ont pas été au niveau qu'elles ont d'habitude. Mané a eu quelques belles prises de balles, Salah a été décisif, a gagné des duels. Firmino, c'est le Firmino qu'on voit depuis quelques mois. Et c'est vrai que ce temps fort, il a été un temps fort de possession, où ça circulait tranquillement entre Henderson, Fabinho, Wijnaldum, Thiago, Jones, qui a été une nouvelle fois peut-être le meilleur milieu en termes de création du côté de Liverpool. Mais tu sentais pas une domination qui faisait que City pouvait, comme il l'a fait par le passé contre Liverpool, prendre 2-3 buts en 10-15 minutes, parce que d'un coup, tu avais une vague, tu avais de l'intensité. Et peut-être que cette saison où l'intensité est très difficile à trouver, bah justement, elle fait du mal à Liverpool, et notamment dans ces matchs-là, où ils arrivaient à devancer parfois des adversaires plus forts collectivement et plus forts techniquement, en tout cas plus forts dans la circulation de balles, dans les mécanismes offensifs, la variété des mécanismes offensifs. Ils arrivaient avec de l'intensité, et là on a vu des centres,
Salah et Mané dans les demi-espaces qui font des appels contre appels, mais il y a eu peu de courses dans le dos, alors que City défendait parfois en bloc médian. Il y a eu peu de créativité de la part des joueurs dans l'ensemble, donc c'était vraiment le temps fort de Liverpool depuis quelques semaines où tu sens qu'ils peuvent être au-dessus, qu'ils peuvent casser un pressing, qu'ils peuvent s'installer dans le coin adverse, mais tu te demandes d'où les occasions vont venir, et j'ai pas les XG devant les yeux, mais je crois que Liverpool finit à moins de 1, peut-être à 0,8, enfin si on enlève le péno quoi. Je sais pas combien ça finit sans ça, mais ça doit pas être énorme. Florent, tu t'intéresses à beaucoup de choses, notamment au pressing. Est-ce que tu estimes que City a fait quelque chose de particulier pour contourner le pressing de Liverpool ou pour le faire reculer? J'avoue que bon, moi je bossais donc j'ai pas pu voir énormément du match. En gros, j'ai pu voir que pendant la mi-temps de Lille, mais j'ai l'impression qu'en gros, ça cassait pas forcément le pressing de Liverpool, mais que t'arrivais à faire durer suffisamment la phase de conservation et à passer d'un côté à l'autre pour que finalement Liverpool se dise bon, on n'arrivera pas, on se replie en bloc médian, etc. Est-ce que c'est Liverpool qui, avec le Covid, avec diverses choses, n'arrive pas forcément à mettre l'intensité et laisse une demi-seconde de trop à l'adversaire pour jouer, ou alors est-ce que City a trouvé des mécanismes pour justement, je sais pas, peut-être pas avoir un cheat code, hein, mais en tout cas se sortir de ces pressings très intenses? Alors juste avant de te répondre, pour donner les XG, puisque Raphaël posait la question, Liverpool termine à 1,18, mais avec le penalty qui vaut 0,76, donc il reste plus grand chose derrière. Quand en face, City termine à 3,55 avec un penalty aussi, mais surtout les occasions et les buts de Sterling qui est à 0,83, Gundogan à 0,70 et 0,96. Les deux buts de Gundogan. Donc voilà, Gundogan qui en plus, si tu ajoutes son penalty raté, va terminer la rencontre à 2,43 en XG. Ce qui peut être un petit record cette saison, surtout sur seulement 3 tirs. Concernant le pressing de City par rapport à Liverpool, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que le schéma type de City sur la première mi-temps, c'était on sort le ballon de derrière, on repart d'Ederson, on repart court, on va chercher un appui intérieur, soit de Rodri, soit de Cancelo, et ensuite on cherche, après avoir fixé un peu intérieur et fait sortir le milieu de Liverpool, on cherche à aller vite vers le côté où on va trouver Bernardo Silva et on va exploiter ces couloirs, puisque les couloirs, ce sont ces fameuses zones où justement de base le pressing de Liverpool veut t'empêcher d'aller, avec les orientations de Salah et de Mané, bien sûr. Et donc l'objectif de City, c'était d'abord d'arriver dans ces zones pour sortir la balle, en gros de ces 40 mètres. Et une fois dans le camp de Liverpool, l'idée était principalement d'utiliser au mieux la largeur. Il y a eu pas mal de recherches de renversement pour créer des situations sur les ailes des 1 contre 1 pour Sterling, surtout, puisque à partir du moment où on a beaucoup parlé de Bernardo Silva et où on sortait la balle principalement côté droit pour Manchester City, on renversait ensuite le jeu côté gauche pour arriver jusqu'à Sterling. Donc je pense pas qu'il y ait de cheat code non plus. Après, il y a quelque chose qui est un peu marquant, c'est que quand tu arrives à faire reculer Liverpool une première fois, le bloc ne remonte plus forcément après. C'est-à-dire qu'une fois que tu as mis Liverpool dans ces 40 mètres, tout le monde est replié, et c'est là que par rapport peut-être aux saisons précédentes où il y a plus d'intensité, les attaquants font pas forcément ces courses, tu sais, quand tu as des passes neutres ou négatives, pour ressortir et faire remonter le bloc et faire reculer l'adversaire. Donc la différence se situe peut-être plus là qu'ailleurs. Après, j'avais une dernière chose à ajouter, malheureusement elle vient de passer en coup de vent dans mon esprit, donc je reviendrai dessus après. Mais c'est vrai qu'après, défensivement, Liverpool laissait quand même assez peu d'espace entre ses lignes, et City ne cherchait pas non plus à les exploiter. C'était vraiment tout s'est passé sur les ailes sur ce match. Voilà. Raphaël, quel est le rôle de Thiago Alcantara dans tout ça? Je sais que pendant le match, il t'a un petit peu énervé pour diverses raisons. Moi, je l'avais trouvé sur les derniers matchs assez light défensivement, les derniers matchs où il a joué. Est-ce que justement, sur ce que disait Florent, le côté bloc médian qui va rester médian, qui va pas forcément réussir à remettre cette intensité, le fait qu'un Thiago ne soit pas le mec qui a le plus gros volume de course, le plus gros volume de sprint, ça joue aussi? Ou c'est d'autres choses qui t'ont un petit peu embêté dans sa performance, en tout cas sans ballon? Avec ballon, il y a d'autres choses à dire, mais en tout cas sans ballon. Ouais, commençons sans ballon. Alors, disons que Thiago est capable de course, est capable de bien défendre, mais je pense qu'il est capable de le faire en avançant. Et dans cette position qu'il a actuellement, où il est relayeur, par exemple, là, il y avait Wijnaldum, Thiago et Curtis Jones. Tu aurais pu imaginer Thiago dans un poste de 6, devant la défense qui organise, et Wijnaldum dans un poste de relayeur. Or là, c'était souvent l'inverse. Et dans cette position-là,
il peut, oui, défendre en avançant, il y a des séquences où il va défendre en avançant, mais contre un City où il va y avoir des joueurs qui vont être trouvés entre les lignes, il va aussi devoir défendre en reculant. Et par exemple, il y a des joueurs qui vont être trouvés demi-espace, s'il n'arrive pas à couper, à passer devant, à intercepter la passe, bah forcément il va devoir suivre ce relayeur qui est trouvé entre les lignes, et à un moment chercher à l'arrêter, à le couper. Et c'est comme ça qu'à un moment, en début de match, je sais plus qui massacre, mais il commence par un tacle assassin dans les 5 premières minutes. Je sais plus, peut-être Gundogan, je sais plus, mais il fait très très mal à un joueur et il prend un jaune assez mérité. Et ça, c'est une séquence qu'on voit très souvent ces derniers temps, où il essaye de chasser un mec, de rattraper un mec, et puisqu'il n'a pas le volume de course, et tu l'as dit, l'explosivité sur 5-6 mètres pour aller gratter ce ballon-là, bah, il va être éliminé. Et c'est la différence entre savoir bien défendre en avançant parce qu'il va lire bien le jeu, qu'il va passer devant, qu'il va réussir à défendre sur un mec de haut jeu, et après, derrière, être capable de défendre sur une transition ou sur un joueur qui va être face au jeu, lancé ou de 3/4. Et ça, c'est un premier problème de ce qu'il fait sans ballon. C'est que sur ces séquences-là, il est vraiment en difficulté. La deuxième séquence de ce qu'il fait sans ballon, et je vais dire sans ballon, mais en vérité c'est en phase offensive, c'est son positionnement sur le terrain, ou quand il est relayeur comme ça. Alors les relayeurs de Liverpool sont pas forcément très recherchés entre les lignes, c'est plus des joueurs qui vont reculer, qui vont être présents dans la circulation de balles, les latéraux qui vont avancer, mais quand il est trouvé dos au jeu un peu plus haut, quand il y a toujours de la densité, quand il est mis toujours sous pression, bah alors il y a toujours cette petite prise de balle, sa petite feinte où il fait croire qu'il a pas vu et qu'il a pas pris l'info et puis il accélère avec l'extérieur du pied. Mais il y a aussi des séquences où, en termes d'intensité, d'explosivité, il a été dépassé par pas mal de joueurs du City. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me dérange. Et en fait, je ne comprends pas bien cette idée de le placer pour l'instant dans un poste de relayeur. Peut-être parce que derrière, il n'a pas la couverture du terrain pour jouer derrière les relayeurs. Et ça ferait beaucoup, parce qu'en plus, Liverpool envoie ses relayeurs presser les latéraux adverses. Mais je suis pas sûr que le ratio positif-négatif soit à l'avantage de Thiago en tant que relayeur. Je suis curieux de voir comment le club va faire dans les prochaines semaines sur ce joueur-là. Florent, je crois savoir que tu te souviens de ce que tu voulais dire. Est-ce que ça avait un rapport avec ça ou est-ce qu'on va faire un petit retour en arrière dans ton développement? Non, un léger retour en arrière. Quand j'évoquais le bloc bas de Liverpool, j'avais oublié de mentionner aussi un élément où City a été très très performant sur ce match. Ce sont les transitions défensives, enfin le pressing à la perte d'abord et les transitions défensives ensuite. Dès les premières minutes de jeu, ça s'est vu. Dans le premier quart d'heure, il y a 2 séquences notamment où voilà, City termine une action par un centre ou je ne sais plus où, une tentative de Mahrez de mettre un ballon dans le dos de la défense ou quelque chose comme ça pour des courses de Gundo ou de Foden. Et bref, la défense de Liverpool s'en sort. Et là, il y a ce moment où tu te dis ça y est, ça va partir en contre-attaque. Sauf que côté City, maintenant, donc Gundogan s'est projeté, mais Rodri n'est pas seul parce que Cancelo est à l'intérieur. Donc il y a déjà ces 2 joueurs-là qui sont là pour faire tampon. Il y a Bernardo Silva qui est toujours actif à la perte de balle et qui fait aussi l'effort pour perturber les sorties de balle adverses. Et tu as par-dessus ça un défenseur central qui avance désormais sur ces situations. C'est Ruben Dias qui en a coupé 2-3 très rapidement dans le match. D'abord sur Salah, puis ensuite sur Firmino, où quand tu as tout le monde qui recule, lui n'hésite pas à avancer et à mettre fin à la transition avant même qu'elle ait vraiment le temps de démarrer. Et donc ça, c'est un vrai changement par rapport au City Christophe, qu'on avait pu voir il y a quelques temps avec des défenseurs qui ne faisaient que reculer. Là, le fait que Ruben Dias avance sur ces séquences de jeu-là, ça permet à City d'avoir un troisième élément capable de couper les transitions à la source après les offensifs qui pressent à la perte, le double pivot avec Rodri et Cancelo, et donc le troisième, si ces 2 premiers rideaux sont éliminés, il y a le troisième, c'est Ruben Dias qui n'hésite pas à sortir et qui peut couper des transitions très très tôt dans le match, sachant que derrière en plus City, quand il fallait courir vers son but, ils étaient toujours en nombre, et je crois que Liverpool n'a pas eu, Raphaël, tu me diras si je me trompe, mais n'a pas eu une seule situation favorable de transition où ils arrivaient à lancer dans le camp adverse. Ouais, non, mais parce que ça se repliait très bien, et d'ailleurs sur Canal, alors la lecture du match a été parfois bizarre parce que selon le score, ils disaient oh là là, City a été excellent aujourd'hui, alors que 45 minutes plus tôt, ils disaient que Liverpool dominait. Je sais pas si tu as écouté sur Canal, mais ouais, je l'ai écouté sur Canal, et c'est vrai que la lecture du match de Jean-Luc Haribar à la mi-temps était absolument lunaire parce que pour lui, Liverpool était je sais plus s'il a utilisé le terme largement au-dessus, mais en gros c'était Liverpool était beaucoup plus fort à la pause. Je vois pas à quel moment tu pouvais dire ça. À la mi-temps, c'était équilibré. D'ailleurs,
même sur l'ensemble du match, ça finit à 4-1, mais t'as 2 exploits individuels, 2 énormes erreurs, et ça fait le match, quoi, quasiment. Ça fait le score. Quand Stéphane Moulin, dans un épisode de Projet de jeu sur Copa Arena, parle du score qui peut être un menteur, c'est difficile de mentir plus que ce score-là sur le niveau des 2 équipes aujourd'hui. Je pense pas qu'il y ait 4-1 entre les 2 équipes. Alors je pense qu'il trouvait Liverpool aussi justement sur les séquences de conservation qu'on a évoquées entre la 15e et la 45e, parce que City a pas forcément l'habitude d'être privé de ballon. À la limite que tu le penses, pourquoi pas, on peut ne pas être d'accord, mais je comprends pas pourquoi 30 minutes plus tard, quand City d'un coup mène 2-1, 3-1, 4-1, il dit oh là là, City a été bien trop fort aujourd'hui pour Liverpool, alors que tu as dit le contraire il y a 20 minutes, et que c'est Alisson qui... Enfin bref, peu importe, mais c'était pas le sujet, je sais même plus du coup de quoi on parlait. Ah oui, si, des replis de City, ouais, ils ont été très très bons là-dessus, et avec les 2 lignes de 4, notamment Cancelo qui revenait côté droit, ils ont été assez sérieux, mais c'est un développement qu'on a vu depuis quand même quelques mois. Alors on a été critique de City il y a quelques temps de ça, Christophe notamment, parce qu'ils n'arrivaient plus à déséquilibrer les adversaires. Mais on avait vu par contre cette capacité à se replier, à défendre en bloc médian, notamment en Ligue des Champions contre le Real lors du Final 8, non, peut-être en 16e, je sais plus, ou 16e non, 8e retour. C'était 8e de finale 8e, retour. parce qu'il n'y a pas de 16e, ça n'existe Oui, pas voilà, en Ligue ouais, des non, Champions. mais c'est à cause des sagas sur Copa Arena, on est bloqué. On est entre plusieurs époques. J'en profite pour citer le nom comme ça. Non mais voilà, c'était le repli, c'est vraiment une belle force de City, et ça l'était pas forcément il y a quelques années, où si ça pressait pas à la perte, ou s'ils n'arrivaient pas à faire la faute utile, bah derrière t'avais pas forcément cette force pour le faire, et c'est vrai que ça fait quelques temps maintenant qu'ils sont assez sérieux sur cette phase de jeu. Raphaël, dernier petit mot sur Thiago. Est-ce que pour toi ça peut suffire entre guillemets à expliquer un certain problème de Liverpool au milieu de terrain, ou dans tous les cas, enfin en tout cas au cœur du jeu, ou alors dans tous les cas, le projet reposait aussi beaucoup malgré tout sur les côtés depuis de longues années, et il faut presque plus chercher du côté d'Alexander-Arnold ou autre les difficultés actuelles de cette équipe, parce que là on parle de ce match-là, et on va pas forcément faire un diagnostic de toute la saison de Liverpool, mais il y a quand même des gros problèmes dans la création, dans le déséquilibre de l'adversaire depuis pas mal de temps, depuis au moins, un mois et demi, 2 mois, où il y a quasiment eu aucun but sur cette année civile en championnat. Non, mais je pense pas que Thiago soit le problème ou un problème ou ce qui coûte à Liverpool ce qu'il était avant. Thiago, normalement, ça devrait être qu'une plus-value. Parce que Liverpool attaquait principalement et presque exclusivement par la combinaison couloir demi-espace, Alexander-Arnold, Salah et Mané-Robertson, avec un Firmino qui vient à l'intérieur pour lier un peu tout ça. Donc d'avoir un Thiago dans l'axe qui va être capable de trouver des lignes de passe, de casser des lignes, et d'être un peu plus créatif et inventif que ne pouvaient l'être Henderson, Fabinho, Wijnaldum et compagnie, ça devrait apporter en fait. Et je pense pas qu'il faille voir ça comme ce que Thiago enlève à Liverpool. Ce qui est plus gênant, c'est qu'il n'apporte pas ce qu'il est censé apporter. C'est-à-dire que je l'avais dit dans un épisode il y a quelques temps, je l'ai toujours pas vu piquer un ballon par-dessus la défense ces derniers mois. Enfin, il y en a peut-être eu un ou deux et je les ai ratés. Il n'y a pas beaucoup de prise de balle où il arrive justement à accélérer. Je crois qu'il avait fait un match où il avait été très bon là-dessus, et notamment quand il avait frappé de loin, je sais plus, peut-être contre Tottenham, où il avait été bon sur cet aspect-là. Mais là, contre des équipes comme ça qui viennent un peu plus presser, il a eu du mal. Et quand on voit ce que Curtis Jones est capable de faire à l'intérieur du jeu, je pense pas que le changement de style, où justement on va essayer de jouer un peu plus à l'intérieur, soit un des problèmes de Liverpool. Ça devrait être un plus. Les problèmes ils sont ailleurs, et si on veut vraiment parler de ce match, alors Liverpool est pas meilleur que City, hein, mais il y a quand même un temps faible terrible d'Alisson qui fait que tu reviens partout, et derrière ton match est massacré par plusieurs erreurs de relance qui ne sont pas du tout dans un temps fort de City. Et derrière, City va être très bien, notamment avec le repositionnement de Foden. Mais voilà, il y a d'autres problèmes que Thiago, c'est juste un problème parmi d'autres, c'est son intégration et comment l'utiliser. Ça, c'est encore une question qui n'a pas été résolue, mais bon, ça fait que 5-6 mois qu'il est là, et il a fait la moitié du temps blessé. Donc je suis pas trop inquiet là-dessus, je suis plus inquiet pour l'ensemble de Liverpool. Et je me dis, limite, vu où ils en sont, là où l'objectif maintenant c'est le top 4, est-ce que c'est pas le moment, vu que Henderson et Fabinho manquent au milieu, de lancer Kabak, de lancer Davis qui arrivait de Preston, et d'essayer de voir si justement ils valent le coup, et s'il faut planifier sur le long terme avec eux, et d'y remettre plus de force au milieu, quoi. Quitte à ce que les centraux soient moins exposés. En fait, il y a deux hésitations. C'est est-ce que tu gardes Anderson et Fabinho parce qu'ils sont quand même assez doués, et tant pis si le milieu est un peu moins fort, ou est-ce que tu les remets au milieu pour mieux couvrir ta défense qui va peut-être être moins forte individuellement. Mais je pense que c'est peut-être le moment de tester ces mecs-là, même si la Ligue des Champions vient un peu vite pour ça.
Je vais vite lancer Florent sur tout l'aspect City, etc. sur ce match-là, mais puisque t'en as parlé, autant évacuer, parce qu'il y a rien d'autre à dire sur le plan systémique, tactique, etc. C'est une erreur individuelle, enfin c'est 2 voire 3, si tu considères qu'il y a 2 erreurs sur le même but, le but du 2-1, je crois, de City. Parler d'Alisson, juste, qu'est-ce que tu peux dire, puisque c'est quand même... je peux pas dire que c'est ton moment parce que c'est difficile, mais ça fait des années que tu t'énerves sur la confiance en soi d'Alisson sur le jeu au pied. Donc vas-y, évacue ça et puis ensuite on repartira un petit peu sur plus la bataille des systèmes et autres. Ouais, en fait, Alisson, quand il joue au pied, il a la confiance de Michael Scott quand il prévoit des plans financiers. Je sais que tu n'auras pas la référence, Christophe, parce que t'as pas aimé la version US de The Office, et c'est un scandale. T'as pas regardé la version UK non plus, mais t'as pas aimé la version US, alors que t'es un peu le Dwight Schrute de Vue du banc. Mais, Je te déteste et je vais te couper la chic. mais Florent voit très bien ce dont je veux parler, c'est-à-dire qu'il est... D'ailleurs, j'avais lu un papier sur la sociologie de The Office qui était intéressant et qui catégorisait Michael Scott parmi les clueless, c'est-à-dire que les gens qui ne sont pas conscients de leur positionnement et de leurs problèmes. Et Alisson, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il n'est pas conscient qu'il a un jeu au pied, notamment un jeu court, parce qu'il est capable d'avoir un bon jeu long, mais un jeu court qui est complètement aléatoire. Il est capable de piquer le ballon par-dessus un attaquant pour que le latéral soit trouvé tranquille, et il est capable de se foirer. Il fait quoi, 3 erreurs en 3 minutes? Ouais, c'est Parce que ça. sur le premier but où il coûte le but, il fait 2 fois une erreur en fait. Il se fait peur ouais, quelques secondes avant son dégagement raté en fait. Ouais. Il y a un premier moment où il a chaud et en fait, en revoyant le match pour préparer l'émission et préparer mon analyse à venir aussi sur Coparena, j'ai aussi relevé un truc, c'est qu'en début de match, il y a Bernardo Silva qui est vraiment pas loin de l'attraper aussi sur un pressing. Oui. Donc dès le début du match, tu sens que c'est pas non plus... il démarre pas de la meilleure des façons, quoi, en gros. Ouais, alors en privé, j'ai été beaucoup moins poli envers lui, mais c'est vrai que ça fait... En gros, depuis qu'il est arrivé, que je vous dis, mais Alisson, il abuse. Je sais pas pourquoi tout le monde le considère ou pourquoi Liverpool joue avec lui et pourquoi lui joue comme s'il était Ter Stegen, comme s'il était Neuer, comme s'il était Ederson. Et ça a coûté... Alors là, il y a eu 2 buts. Il y avait un but contre Leicester il y a quelques saisons. Je pense qu'il y en a un ou deux qu'on peut rajouter aussi. Enfin, il y en a au moins un par saison, peut-être plus. Et en fait, je comprends pas le côté justement pas pragmatique de Liverpool là-dessus. Alors là, je pense que le deuxième, il veut vraiment dégager, mais il se foire complètement sur le deuxième. C'est vrai que c'est pas un jeu court qu'il veut faire, mais il se foire. Mais enfin, c'est un truc quand même. Le dégagement raté d'Alisson qui ne décolle pas et qui arrive dans la première ligne de pression, c'est quand même un truc qui arrive assez fréquemment. Et j'avais même posté une vidéo sur Twitter il y a quelques années où j'avais mis le jour où Alisson va faire ça contre City, je vais me suicider. Bon, finalement, je suis resté en vie pour enregistrer cet épisode. Mais ça m'étonne que ça continue à être le cas parce que quand t'es coach de gardien, tu vois ces trucs-là et tu dois l'orienter là-dessus. Et ok, on aime bien les gardiens qui jouent court, mais quand tu es capable de faire autant d'erreurs et aussi souvent, est-ce que tu fais pas attention? Est-ce que tu bosses pas là-dessus? Enfin, je sais pas. Mais par contre, oui, c'est la réputation d'Alisson dans le jeu au pied qui a été complètement survendue à son arrivée à Liverpool. Mais les gens qui suivent le club régulièrement savent que c'est complètement mytho, quoi. Florent, sur City, il y a pas mal de choses à dire sur les faux pieds, des offensifs. Bon, Bernardo, on en a déjà un petit peu parlé sur les sorties de balles. Foden qui fait un match total, qui en tout cas fait beaucoup de choses et qui à 20 ans, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui avaient une telle palette finalement dans le fait d'être pertinent à peu près dans toutes les zones offensives du terrain. Qu'est-ce qui t'a intéressé sur l'animation de City au-delà du fait que les buts viennent un petit peu d'actions random? Ouais, le match dans le match de Foden, en fait, il y a plusieurs matchs. Je crois même que c'est un article de Michael Cox dans The Athletic aujourd'hui. J'ai reçu la petite alerte et où il explique que Foden a joué 4 rôles différents face à Liverpool. Mais non, j'ai pas les 4 rôles exactement en tête, j'ai pas encore eu le temps de lire l'article. Mais son match est excellent pour plusieurs raisons. C'est-à-dire que sur les temps forts de Liverpool, son rôle de faux neuf le faisait parfois décrocher justement pour aider aux sorties de balles quand City n'arrivait pas forcément à trouver de solution. Il était là pour faciliter les sorties de balles et puis avec une capacité à garder la balle dans les pieds, à se retourner, à accélérer qui était assez impressionnante. Je crois que c'est Fabinho qui le fait avertir en cours de première mi-temps
où il fait une énorme différence après avoir pourtant reçu le ballon dos au jeu et pas forcément dans une situation idéale, justement pour accélérer. Et puis évidemment, il y a ce changement en deuxième période où il passe côté droit et où en l'espace de quelques secondes, parce que le changement a lieu, je crois que c'est 71e, Gabriel Jesus qui remplace Mahrez, et 72e, il y a les buts qui arrivent et les différences faites par Foden qui commencent. Et c'est vrai que quand il passe côté, l'action qu'il fait à nouveau sur le deuxième but de Manchester City, où il fait toute la différence avant de centrer, c'est qualité supérieure. C'est-à-dire que quand il a éclos, quand on a commencé à le voir jouer à 17-18 ans, qu'il arrive et qu'on découvre ce joueur très sympa à voir jouer, très agréable parce que intelligent, parce que capable de se déplacer entre les lignes pour recevoir la balle, être bien orienté, etc. J'imaginais pas forcément à l'époque une capacité, qu'il ait la capacité à se transformer en véritable accélérateur de jeu balle au pied et à faire du Sterling en fait, parce que sur la fin de match ce qu'il fait c'est du Sterling, c'est ce que faisait Sterling pendant les 70 minutes précédentes, et ça, cette transformation là elle est très surprenante. Et c'est vrai qu'à partir du moment où il avait déjà la base, on va dire la base d'un David Silva, qui semblait prendre le chemin tracé par David Silva à Manchester City. Si là tu es en train de me dire qu'il est en train d'ajouter une fibre plus de dribbleur et de joueur de percussion par-dessus ça, j'ai envie de dire que le plafond, je sais pas où le repousser, mais il va être repoussé très très loin. C'est le David Silva de 2008, Flo. David Silva de Valence. Ouais. Première partie de carrière qu'on avait vu notamment lors des sagas à l'époque sur Patreon. C'est vrai. Après, et encore, il y a une capacité, j'ai l'impression. J'ai plus de souvenirs de David Silva à 20 ans, ce qu'il faisait. Mais et en termes d'équilibre et de sensation de puissance, parce que ce qu'il met à Fabinho, ce qu'il met aux 2-3 défenseurs qu'il a sur le dos sur sa première passe décisive, sa finition derrière sur le deuxième but, il y a rien à jeter, quoi. C'est impressionnant. Il y avait déjà eu une séquence plus tôt dans le match où contre Fabinho aussi, à un moment il avait démarré la mobilette, il avait fait le tour de Fabinho et ça avait causé un carton jaune. Je sais pas si tu vois la séquence. C'est celui-là dont je parlais, ouais. Et ouais, c'est vrai que ça c'est là que tu te dis, ah oui, au départ il a l'air d'être le joueur très très fin, qui va recevoir le ballon entre les lignes, qui va être peut-être pas forcément le plus explosif. Et en fait sur 10-12 mètres, et puis la fréquence de contact avec le ballon en plus, ouais. Tu fais ouais d'accord. Il y a un truc là que j'avais vu un peu d'ailleurs chez Ferran Torres quand il était arrivé sur les premiers matchs de City, ça m'avait choqué, notamment sa qualité de prise de balle aussi. Bon là, en termes de concurrence, je pense que Torres est un peu loin de Foden, vu la dynamique. Mais surtout, Raphaël, que finalement c'est plus l'inverse qui se passe, c'est-à-dire que tu prends des profils explosifs et t'essayes de leur donner un petit côté meneur de jeu qui va essayer de pouvoir s'orienter on va dire sur une position plus axiale où il faut prendre l'information à 360 degrés. Là, alors il devait déjà avoir forcément cette explosivité, parce que même si il est encore jeune, à 18-19 ans, tu commences à être déjà bien formé de ce côté-là, et le dribble est quand même plutôt un truc inné. Et finalement, on imaginait une forme de régulateur un peu moderne, et on a quelqu'un qui maintenant montre des capacités à jouer ailier. Donc finalement, je vais pas dire que ça sera le joueur absolu, parce que dans tous les cas, il pourra occuper qu'un poste. Donc même si tu peux le mettre partout, l'idéal c'est quand même de trouver sa meilleure position. Mais dans un effectif et avec un coach pareil, ça te permet de régler pas mal de problèmes, parce que du coup tu peux un petit peu le bouger et c'est lui la variable d'ajustement qui te permet de faire rentrer soit un attaquant, soit un milieu de terrain, et puis t'as juste à le bouger lui finalement. Ouais, non, mais ce qui est intéressant plus sur l'aspect athlétique et explosif, c'est qu'il a un... on va encore parler de The Athletic, en fait, on sait pas si on fait plus la pub de The Athletic ou de quoi parler. mais il avait travaillé avec un coach d'athlète, justement pour bosser là-dessus. Donc ça me fait penser d'ailleurs à ce qu'on avait... Putain, on a un placement de produit aujourd'hui, Christophe, j'espère que t'es prêt, à ce qu'on t'avait écrit dans Les Entraîneurs Révolutionnaires, où quand Mitchell s'arrive à l'Ajax, il fait venir des coachs d'athlète, il leur dit vous savez pas courir, vous allez l'écouter. C'est à peu près ça qui s'était passé. Et c'est toujours intéressant de voir comment les joueurs travaillent, surtout les joueurs pros, comment ils individualisent à côté pour améliorer certains aspects. Donc ouais, c'est hyper intéressant. Et en plus, tu parlais de la qualité d'ailier, mais aussi la capacité à se créer des occasions et la qualité de frappe, quoi. Le but qu'il met, le dernier, où il frappe fort sous la barre, c'est un but alors c'est pas un enroulé à la Mahrez, mais comment il se crée l'angle et comment il frappe
c'est similaire à ce que peuvent faire des mecs qui sont très bons dans ce domaine-là. Il y a un peu de Robben, il y a un peu de Mahrez. Ça va très vite. Entre Ouais, la ça va première très, touche très et le vite. moment où il déclenche, ça va très très vite. C'est pour ça que je parlais de Robben un peu. Ouais. Parce Il qu'il y y a avait côté ça aussi. Perisic aussi qui est spécialiste pour ses frappes angle fermé. Ouais, c'est vrai que Perisic, même s'il est un peu moins complet, mais il y a cette idée-là aussi. Mais c'est vrai que la comparaison Mahrez-Foden sur les prises de balles et le dynamisme au moment d'aller percuter, d'aller se créer des angles de frappe, il a été. Alors c'est deux joueurs différents, hein. Mahrez il va se créer des tout petits angles de frappe et il va enrouler et ça va lui suffire. Mais c'est vrai que sur les deux trois premiers mètres, le contraste a été assez terrible pour Mahrez. Florent, est-ce que City est champion pour toi? Alors c'est pas forcément notre habitude de faire des projections un peu voilà, mais à partir du moment où tu vois une performance de ce niveau-là face à Liverpool, est-ce que, pour poser la question en termes plus orientés sur le jeu, il y a des adversaires qui seront capables de prendre les points qui vont ralentir City, ou alors il y a trop a priori de choses dans cette équipe qui, on le rappelle, ne concède quasiment rien à ses adversaires au-delà de toute cette articulation offensive? Ouais, non, je pense que là, ils ont donc 5 points d'avance avec un match en moins sur Manchester United. Et en fait, à part Liverpool qui est dans un creux, je vois aucune équipe capable de tenir un tel rythme en fait. Donc sauf gros gadin et gros ralentissement de Man City, j'ai du mal à imaginer une autre équipe suivre leur rythme, tout simplement. Parce que là, depuis une dizaine de matchs, si je remonte jusqu'en novembre, jusqu'au 3 novembre, ils ont pris 39 points en 16 matchs. Et donc là, ils ont 34 buts marqués, 6 buts encaissés, une seule défaite, 12 victoires, 3 matchs nuls. Enfin bref, tu as l'impression vraiment d'une machine lancée, et même en termes d'expected goals, il n'y a personne qui est devant eux offensivement, et défensivement, ils ont encaissé que 7,72 XG sur les 16 dernières rencontres. Ce qui est monstrueux, c'est moins de 0,5 XG par match quand même. Sachant que la deuxième meilleure défense, c'est Chelsea qui est à 14,23 en 16 rencontres. Donc quand tu prends tout ça, c'est difficile d'imaginer, sauf cataclysme et avalanche de blessures, qui sait, peut-être comme à Liverpool. Mais là, ça me paraît très compliqué. Et d'ailleurs, si tu vas sur 538 qui fait les prédictions en fonction des statistiques jusqu'à la fin de la saison, etc. City, le 538 leur donne 96% de chances de gagner le championnat. Sachant que la deuxième équipe, c'est United qui est à 3%. Et derrière, il n'y a personne qui est au-dessus du pourcent de chance de gagner le championnat. Donc ça paraît quand même bien engagé, en effet. Merci Florent pour tous ces chiffres. On passe à Marseille-Paris, victoire 2-0 de Paris, début de Mbappé à la 9e et d'Icardi à la 24e. Les petites compositions d'équipe, côté Marseille, Mandanda dans les buts, Sakai Nagatomo sur les côtés, Alvaro et Caleta-Char en défense centrale, milieu à 3, Rongier, Gay en piston, Camara reculé, et en pointe, enfin devant, Thauvin et Payet sur les côtés et Germain en pointe. Vous aurez remarqué que moi, ma stratégie n'est pas d'aller de droite à gauche, mais d'aller sur les côtés pour ensuite me recentrer en face. Rico dans les buts, Florenzi Kurzawa sur les côtés, Marquinhos Kipembe dans l'axe, milieu à 3, Gay, Verratti, Paredes. J'avoue que je n'ai pas vu le match, donc je sais pas si Paredes était tout le temps reculé ou pas, je vous laisserai disserter de tout ça. Et devant, Di Maria, Icardi, Mbappé, Raphaël. Déjà, parle-moi un petit peu de la manière dont ont joué ces deux équipes, tout simplement, pour les gens qui, comme moi, n'ont pas vu ça. Est-ce que c'était 2-4-3-3? Est-ce qu'il y a eu des choses aussi intéressantes que les déplacements de Foden ou de Bernardo Silva selon les phases de jeu? Non. Ou alors est-ce que c'était beaucoup plus rigide? Non, il n'y a pas eu de choses aussi intéressantes. Enfin, il y a eu peu de choses intéressantes dans l'ensemble. Et c'est d'ailleurs pour ça que Florent est parti sur l'analyse de Liverpool City plutôt. Ouais. Non, il n'y a pas eu énormément de choses. C'était oui, 2-4-3-3. Alors le milieu de Marseille, ça dépend comment tu le considères. C'était Camara, Gay, Rongier. En face, tu avais Paredes qui était derrière Verratti et Idrissa Gueye. Comment ça a joué? Alors, je sais que Julien a bien apprécié la prestation marseillaise. Moi, j'ai un peu plus de mal parce que j'ai tendance à prendre en compte sur ce match assez fortement le score effect, c'est-à-dire que quelle est la différence dans les physionomies d'un match quand une équipe est menée au score et quand une équipe ouvre le score. Et là, Paris mène 2-0 après 25 minutes sans avoir fait grand-chose de fantastique. Et puis derrière,
ça contrôle pas le match, mais ça laisse venir Marseille sans subir. Enfin, je sais pas, j'ai pas les XG, mais je suis pas sûr que ce soit énorme pour Marseille. Je vais trouver ça pendant que je parle. En fait, il a été tellement vite. Voilà, ils sont à 0,43 à Marseille. Ouais, sur Understat, ouais, c'est ça. Donc, oui, Marseille a eu le ballon. Mais Marseille, est-ce que Marseille a pu avoir le ballon parce que Paris est mené au score ou parce que Paris n'a pas réussi à le garder? Il y a eu des bonnes séquences de pressing de Marseille, j'abuse un peu. Il y a eu des bonnes séquences de pressing, il y a eu des bonnes séquences de circulation. Camara et Gay ont été pas trop mal. Mais enfin, il y a tellement peu de mouvements, de changements de rythme, de déplacements coordonnés, de capacité à ouvrir des espaces contre un Paris pourtant moyen et qui finissait souvent devant sa surface parce qu'il n'arrivait pas à presser très haut et à rester vite, à rester longtemps dans le camp adverse. Que franchement, c'est un match qui m'a vite, pas ennuyé, mais dont je me suis vite détaché en termes d'analyse des mouvements précis parce qu'il n'y en avait pas. Et puis de l'autre côté, je vais dire vite parce que je suis sûr que Flo a aussi des choses à dire dessus, mais je comprends pas ce qu'essaye de faire le PSG de Pochettino. Pochettino, je l'avais écrit, se réclame de deux notions, c'est l'intensité et la flexibilité. Alors la première, l'intensité, est-ce que c'est possible en ce moment, dans ce PSG-là et ce contexte-là, d'avoir de l'intensité? Je sais pas, en tout cas ça se voit pas. Et deuxièmement, la flexibilité, où pour l'instant c'est plus du flou, parce que développer de la flexibilité en cours de saison, avec un groupe de joueurs qui se connaît très bien sur certaines lignes et pas trop sur d'autres, qui parfois s'associent bien, parfois s'associent pas. Il y a des profils de joueurs aussi qui ne correspondent pas du tout à l'idée d'intensité. Enfin, les coachs ont tendance à dire qu'après 6 semaines, 8 semaines, tu peux voir une identité se dégager des principes de jeu. Pochettino est arrivé début janvier, il a eu là un mois, mais il a eu un mois il a eu un mois entrecoupé de matchs en plus. Donc c'est pas 6 semaines de pré-saison. C'est 5 semaines à découvrir son groupe, à s'adapter aux blessures, s'adapter aux absences. Il a eu quelques semaines où Neymar n'était pas là, c'était Verratti en 10. Mais ça me préoccupe un peu pour le match contre le Barça, qui est un peu comme le match de Leipzig pour Liverpool, vient très très vite. Cela c'est la semaine prochaine. Et vu les dynamiques des deux équipes, en fait, je suis pas sûr. Je pensais Paris favori au moment du tirage, vu où en étaient les deux équipes. Et je suis pas sûr que ce soit toujours le cas. À noter, juste comme ça, petit aparté, mais que le Chelsea de Tourelle montre déjà plus de principes collectifs. Alors, que le Paris de Pochettino, mais même que le Paris de Tourelle, hein. que le Paris de Tourelle. Ouais. Et je dis vraiment pas ça pour la vanne. Je conseille. Alors je dis toujours ça. Je pense pas que beaucoup de gens aient l'opportunité de revoir les matchs, le temps, etc. Les gens ont généralement un métier, mais notamment le Chelsea Tottenham, il y a pas énormément d'occasions, mais il y a 75% de possession pour Chelsea pendant quasiment tout le match. De la polyvalence sur les joueurs qui changent de position entre les phases de jeu, du pressing à la perte. Comme des barbares, Silva qui se blesse ensuite mais qui intercepte les ballons à 45 mètres de son but. Enfin je vais pas dire que c'est impressionnant, mais en tout cas tu fais ah oui ok non effectivement ok je comprends pourquoi Tourelle était vu comme un très grand coach à son arrivée à Paris, etc. Un mec capable de poser sa patte. Enfin j'avais déjà la plupart des réponses mais quand tu vois ça pour moi c'est définitif sur le côté entre guillemets, mais ingérable sur le plan tactique, c'est-à-dire que tu peux les cadrer, mais tu pourras jamais totalement, pour moi, poser ta patte sur le PSG, et c'est pour ça que j'attends même absolument plus rien de cette équipe-là sur des grands principes, hormis mettre les individualités dans des meilleures conditions possibles, mais c'est pour ça que je me dis, Pochettino ou un autre, on verra, mais dans cette configuration actuelle, j'imagine pas qu'il y ait vraiment une patte d'un entraîneur plus qu'un autre. Florent, au-delà de ces petites considérations, est-ce que tu es d'accord déjà avec Raphaël sur le fait que finalement c'est difficile d'analyser un match qui n'est pas forcément plié au score aussi assez rapidement, parce que 2-0 dans l'absolu ça peut être remonté, mais dans on va dire la dynamique actuelle des Marseillais, ça ressemblait quand même un petit peu à un match que tu pouvais gérer au petit trou en te préparant pour les échéances futures pour Paris. Ouais, alors je sais pas. En fait, la performance de Marseille, je pense aussi que, comme Raphaël, elle est quand même bien due au score effect, parce que sur les premières minutes de jeu, on a un PSG où on voit quelques petits trucs. On voit Verratti très haut, très proche de Icardi et de Di Maria, remplacé ensuite par Sarabia. Mais tu sais, ce truc qu'on voyait déjà dans son Tottenham à l'époque, avec les 3 attaquants, 3 joueurs très proches à l'intérieur, et un quatrième, en l'occurrence Mbappé,
qui, j'ai l'impression, était un peu la variable d'ajustement par rapport au point faible adverse. C'est-à-dire que Mbappé a joué à gauche et je pense que l'objectif c'était vraiment de mettre en difficulté Sakai le plus longtemps possible et le plus souvent possible en passant par Mbappé. Donc voilà, ça c'est juste une petite parenthèse, mais pour reprendre la performance de Marseille, ce que j'ai fait en fait pour essayer de la juger par rapport à ce PSG-là, c'est que je suis allé voir ce qu'ont fait les précédents adversaires du PSG en termes de tirs par match et de XG créés. C'est-à-dire que sur la semaine qui vient de s'écouler, Marseille termine à 0,43. Marseille termine à 0,73 sur Wisecout. Je suis allé chercher ça sur Wisecout, donc j'ai pas tout à fait les mêmes chiffres. Mais l'ordre de grandeur, j'imagine, reste à peu près le même. Nîmes, qui a affronté Paris mercredi, et qui a aussi perdu le match. Mais Nîmes termine la rencontre à 1,74 XG face au PSG en prenant 3-0. Et Lorient, qui bat le PSG le week-end précédent, termine à 1,56. C'est-à-dire quasiment 2 voire 3 fois ce qu'a fait Marseille. Donc déjà là, si tu prends cette comparaison-là, ça permet quand même de relativiser ce qu'on peut considérer, ce que certains ont pu considérer comme une bonne prestation de l'OM. Flo, sur Understat, pour appuyer ton propos, il n'y a que Montpellier, depuis que Pochettino est arrivé, qui a fait pire que le Marseille, sachant que Montpellier était à 10 assez vite, si je me souviens bien. Ouais, au bout d'un quart d'heure. Ouais. Voilà. Donc oui, au bout de 18 minutes. Donc ça voilà, c'est pour nuancer un peu le côté à Marseille, il y a eu le ballon, Marseille, etc. Ouais, ils n'ont rien créé en fait. Oui, c'est ça. Mais j'avais pas grand-chose à ajouter sur la perf de Marseille, si ce n'est quelques individualités comme Camara, qui me donne l'impression match après match, et les Marseillais le savent sans doute depuis beaucoup plus longtemps, mais je vois moins l'OM souvent qu'eux, mais qui m'impressionne par sa capacité à être capable de tout faire quasiment au milieu de terrain. Et j'attends de voir quel entraîneur va être capable de l'utiliser de la meilleure manière, parce que c'est toujours cette petite malédiction qui peut poser des problèmes à ces joueurs ultra polyvalents. C'est que on va les mettre un peu, voilà, aujourd'hui tu fais ça, demain tu fais ça, et la fois d'après tu feras ça, mais tu fais jamais la même chose, et du coup tu peux pas progresser dans un domaine particulier, alors que j'ai l'impression qu'il est capable de tout faire, et je suis très curieux de voir son évolution dans les semaines à venir. Okay. Quel entraîneur et quel propriétaire aussi. Ouais. Parce que le dimanche sur Twitter a été extrêmement divertissant pour les supporters marseillais jusqu'au début du match finalement. Raphaël, justement pour parler de Camara et plus globalement de la construction de cet effectif-là, le rachat n'est pas encore effectif, donc pour l'instant Marseille va devoir faire avec ces joueurs-là, alors déjà jusqu'à cette fin de saison. Ensuite, ça devrait bouger, départ de Thauvin, etc. Mais là, il reste quand même des matchs. On est qu'en février. Et Marseille, il n'y a pas si longtemps que ça, était en mesure, pourquoi pas, de jouer une qualif Ligue des Champions. Là, ça paraît très très compliqué, mais il y a peut-être une Ligue Europa, une qualification à aller chercher ou autre. Qu'est-ce que tu peux imaginer quand tu vois un petit peu à la fois ce qui a été proposé hier et les noms qui existent dans cet effectif? Sur le plan tactique, je te pose la question parce que j'étais au match. Alors bon, j'ai rien appris beaucoup plus en étant au match que les gens qui étaient devant leur télé, mais de Marseille à Lens mercredi, et ça jouait en 4-4-2, et t'avais l'association Milik-Germain, alors qu'il n'était pas possible parce que Milik était blessé. T'avais pas assez de joueurs pour avoir un entrejeu correct, puisque du coup t'avais Alvaro qui était le deuxième milieu parce qu'il manquait de monde, même si au final Alvaro fait 2 passes décisives. Mais ce 4-4-2, sans être totalement convaincu par son articulation, parce que t'étais un petit peu coupé en deux, etc. Je me disais au moins que Milik-Germain, t'avais ce joueur qui est bon dans une attaque à 2, et l'autre qui pour le coup était plutôt à l'aise avec le fait d'avoir un appui à ses côtés et qui montrait déjà ses qualités. Le problème, c'est que, encore une fois, ce 4-4-2, il servait plutôt bien à ces deux-là, pas trop à tes 2 joueurs de couloir, et puis t'avais pas forcément les joueurs d'entrejeu pour le tenir. Du coup, je me pose la question, est-ce qu'il existe pour toi une vraie bonne manière d'aligner les joueurs, ou alors dans tous les cas, tu devras sacrifier un petit peu une partie du terrain? Est-ce que c'est important la manière dont Marseille aligne les joueurs dans les mois qui viennent? Je sais pas. Tu peux trouver que c'est pas intéressant. Moi, ça m'intéresse un petit peu, mais... Non, mais c'est dans la question. Enfin, le sens de ma question, c'est est-ce que ça doit être ça la priorité? Est-ce que la priorité, ça doit être le collectif là pour les quelques mois à venir et choper une 5e, 6e place? Parce que je pense pas qu'ils feront mieux vu la dynamique psychologique et la concurrence. C'est-à-dire que est-ce que
Marseille est meilleur que Lille, Lyon, Paris, Monaco, Rennes ou Lens? Est-ce qu'ils peuvent être meilleurs sur 14 matchs? Enfin 16 pour eux parce qu'ils ont 2 matchs de retard. Lens. Pour les 2 derniers, ça peut se Ouais, voilà. discuter. Ouais, donc au mieux tu fais 5. Et bon. Bon, ils ont mis à la tête du club pour l'instant un formateur. Mon seul objectif de cette émission, c'est d'être cité par le Cousse en disant oh là là, Vu du banc a fait une référence à ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça. On n'a aucune info. D'ailleurs, c'est notre spécialité, nous n'avons pas d'infos. Donc on ne sait rien. Et même quand on en a, on ne les donne pas. Donc, du coup, Pourtant, j'en ai même sur l'OM des infos qui. Enfin bref, je vais pas commencer, sinon je vais m'énerver. Non, sur l'OM, c'est plus les individualités qui sont intéressantes. Et Flo parlait du développement de Camara. Et je pense que l'objectif dans les mois à venir, il peut y en avoir plusieurs, c'est la paire Camara-Gay. Comment tu les développes et dans quel but? Est-ce que Camara tu vas le garder ou en fait tu vas le vendre cet été? Comment tu développes les deux arrivées, Paul Lirola et Milik? Je pense que c'est ça aussi une des priorités. Et je réfléchis à s'il y a d'autres individualités que Marseille doit développer. Peut-être Khalid Char, même s'il était sur le départ un post-hiver, il a failli aller à Liverpool. Bah, il y a voilà, cette Luis énigme, Enrique. Voilà, Luis Enrique. c'est ce que j'allais dire, ouais, c'est ça. Ouais. Luis Enrique, Cuisance, même si Cuisance, je les vois pas lever l'option. Ouais, après Cuisance, ça fait combien d'années qu'il est professionnel et qu'il fait 10 matchs par saison? Ah, mais ça, encore une fois, hein, il y a beaucoup de gens qui disaient que Cuisance, incroyable, pépite, machin. Déjà, quand le Bayern l'a pris, je l'ai dit dans cette émission, il le prenait pas au sommet de sa carrière, et sa meilleure saison, Cuisance termine avec moins de matchs joués, je pense, que Tanguy Koulibaly actuellement à Stuttgart au même âge. Hein. Je crois qu'il doit avoir genre 8 titularisations, 10 titularisations et 7-8 entrées en jeu. C'était vraiment un joueur de rotation d'une équipe qui termine 11e, je crois, cette saison-là. Donc oui, il existe sans doute un potentiel, mais on n'a jamais vu un joueur qui avait le niveau qu'a par exemple Camara semaine après semaine depuis plus d'un an. Puis c'est quoi les conditions du prêt de Cuisance là? C'est quoi, 15-20 millions? Je crois que c'est option vers 18, il me semble. Ça me paraît. Enfin, un truc totalement impossible à faire sauf à être blindé, quoi. Après, si le mec évolue bien et que derrière t'as un nouveau proprio qui peut y aller, bah pourquoi pas? 18 millions, c'est pas énorme pour un milieu de stage là sur qui tu peux faire une bascule dans 3-4 ans et qui d'ici là peut être bon. Ça me choquerait pas. Mais voilà, les priorités, c'est ça, je pense, c'est le développement des joueurs que tu vas avoir la saison prochaine et avec qui tu devras reconstruire quelque chose. Même au-delà du collectif, t'as mis des formateurs pour l'instant à la tête de l'équipe première, bah autant qu'ils bossent avec ces mecs-là et qu'ils les mettent dans des conditions intéressantes. On parlait de Camara, où est-ce que tu veux le développer? C'est quoi le mieux pour lui? C'est quoi le mieux pour le club si ton idée c'est de le vendre l'été prochain? Où est-ce qu'il aura le plus de valeur? Enfin, je sais pas, il faut réfléchir à plein de trucs qui sont à la fois liés au terrain et à l'avenir du club. Mais je suis pas sûr que la prestation collective, l'expression collective se devra. Enfin, alors, et pourtant, ça me fait mal de dire ça. Je suis pas sûr que ça doit être la priorité dans les mois à venir. Sauf, si, évidemment, tu prends un nouveau coach et que tu lui donnes du temps, du coup, pour en fait se servir de cette deuxième partie de saison comme une pré-saison pour la saison prochaine. Après, Florence, ce qu'on peut voir dans ma question aussi, c'est le fait justement, si on part sur l'idée comme Raphaël de développer des individualités plus qu'un collectif, en gros, plutôt que de dire trouver le meilleur collectif pour gagner les matchs, bah trouver le meilleur collectif pour valoriser Camara. Typiquement, ne pas mettre Camara dans des situations trop difficiles, peut-être lui le sortir un tout petit peu de sa zone de confort si tu veux l'étoffer, mais en tout cas pas lui demander de faire des tâches obscures ou genre de défense centrale dans un bloc bas, des choses qui vont pas forcément l'aider si tu veux qu'il progresse. Donc du coup, si on est sur cette idée de progression individuelle, si tu veux développer Milik par exemple, comment tu joues, si tu veux développer Khaled Char, comment tu joues, même si je suis pas persuadé que Khaled Char ait forcément un avenir incroyable à Marseille. Pareil pour Camara, Rongier éventuellement, Gay beaucoup plus sûrement. Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire pour toi? Ouais, bah faut installer les joueurs sur lesquels tu comptes l'année prochaine. C'est-à-dire que Camara, Gay, ça doit plus forcément bouger, je pense. Même si, comme tu le disais, on sait toujours pas ce que va faire l'OM de Camara cet été. Moi, je serais pas surpris qu'ils soient contraints de le vendre vu la situation financière chez eux et comme chez tout le monde, sauf rachat, bien sûr. Mais on n'a pas d'informations. Installer Milik devant en espérant qu'il se blesse pas trop et construire autour de lui et trouver les joueurs capables de nouer une relation efficace avec lui. Voilà. Après, tu vois, je te dirais, à partir du moment où Thauvin s'en va en fin de saison, il faudrait presque lui donner un rôle annexe, mais il est tellement important aujourd'hui pour Marseille pour marquer des buts et faire des stats. Il est quand même déjà à 7 buts, 7 passes D depuis le début de la saison. Donc, vu que tu n'as personne qui est capable de reprendre la charge et
en prenant plus d'envergure, bah, t'as pas forcément le choix. C'est aussi les limites de l'effectif marseillais à l'heure actuelle, quoi. Sauf T'as à faire une très croix peu de sur la solutions. saison. Pardon? Sauf si tu te dis on fait une croix sur la saison, dans tous les cas il sera pas l'année prochaine. Avec lui on sera peut-être septième et sans lui on sera neuvième, bah autant mettre Luis Enrique tout de suite. Ouais, et puis il y a une vraie question, je pense, qui se pose peut-être quand t'es Marseille, hein, que t'as peut-être un nouveau projet qui arrive et du coup une feuille blanche. Quand t'es Longoria, le directeur sportif, est-ce que t'as vraiment envie de courir après la Ligue Europa l'année prochaine si tu dois reconstruire un effectif et est-ce que tu veux pas te faire une saison attention, c'est des calculs, hein, on n'aime pas trop ça en général, hein. Normalement, si tu te qualifies pour une Coupe d'Europe, tu es très heureux de la jouer. Mais quand tu es l'OM et que tu vois, par exemple, la manière dont on réussit à enchaîner plutôt bien l'Olympique lyonnais dans cette saison sans Europe, euh, tu te dis, est-ce que si je vis 38 journées sans rien à côté, sans compétition annexe l'année prochaine, est-ce que je ne serais pas encore plus performant et encore plus susceptible d'aller chercher le podium ou d'aller chercher la Ligue des Champions l'année d'après. Je me demande, tu vois, quand tu es directeur sportif, est-ce que tu te poses la question à un moment donné de ça, d'aller chercher ou pas la Ligue Europa absolument. Je pense que vu l'effectif et vu les grandes manœuvres qui ont l'air de se préparer cet été, te taper par exemple des barrages de Ligue Europa au mois de juillet ou début août, je suis pas sûr que ce soit l'agenda idéal pour Longoria, par exemple. Je suis pas sûr non plus. Même si encore une fois je vois mal un directeur sportif en tout cas qui est pas non plus encore une installation totale, c'est pas Monchi à Séville ou autre, Ouais. être capable de dire à l'entraîneur tu perds des matchs, tu fais jouer une équipe bis quoi. Raphaël, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors on a pas mal parlé de Marseille sur Paris et je sais pas sur ce match aussi s'il y a d'autres choses à dire sur ce match où les buts, il y a un contre de corner et une tête arrière sur un centre, la tête arrière signée Icardi. Est-ce que tu as appris des choses du côté parisien? Est-ce qu'il y a des choses à développer? J'ai l'impression, encore une fois, je regarde un petit peu moins les matchs parisiens que d'autres équipes parce que ça tombe pas forcément aux heures qui m'arrangent, mais qu'il y a, je sais pas, peut-être deux points clés. C'est à la fois le Icardi qui est réinstallé au profit de Keane en pointe, et deuxièmement un peu l'utilisation de Verratti et le fait de beaucoup l'associer à Paredes. Ouais, oui, en fait, par exemple, tu vois, le fait que Icardi joue maintenant tous les matchs au détriment de Keane, je comprends pas bien parce que Keane, moi, me semblait être parmi les joueurs qui allaient dégager le plus d'intensité de cet effectif et que ça allait coller à Pochettino. Alors, et c'est pour ça que je ne comprenais pas jusque-là que Gay ait disparu de la rotation. Là, il a joué. Après, la performance, on peut enfoncer ce qu'on veut, mais quand on voit les profils de milieu utilisés par le passé par Pochettino et leur manière de jouer, d'aller agresser l'adversaire, d'aller harceler, Gay me semblait parfait pour aller défendre en avançant. Alors que Paredes, sur 5 mètres, il bouge pas en fait. Donc je pensais que Paredes serait au moins protégé par un mec comme ça, ou que Gay jouerait avec Verratti, avec Herrera, avec Paredes, en tout cas un des deux, mais en tout cas qui ferait partie des joueurs qui compteraient ou qui joueraient au moins un match sur deux. Donc c'est pour ça que j'ai du mal à tirer des leçons de ce que fait Paris pour le moment. Puis entre ça et les blessures, les absences des autres, Neymar qui a été beaucoup absent depuis que Pochettino est là, Mbappé qui a pas joué tous les matchs, même s'il a joué plus que les autres, Di Maria qui là se reblesse. En fait, je sais pas ce qu'on doit analyser de la part de Pochettino parce si on se met à sa place, il y a toujours des contraintes qui font que t'es jamais dans le scénario idéal. Mais franchement, je comprends pas bien ce que veut faire Paris. Je serais très curieux de voir quel sera le plan de jeu contre le Barça. Parce que si pour l'instant il n'y a pas de projet de jeu qui se dégage ou d'identité claire, par contre, à l'occasion, sur ce qui reste de la Ligue des Champions, là, à partir des huitièmes, et vu le contexte de cette année, de faire des diffs sur un deux matchs. Et c'est pour ça que je me dis que Liverpool, s'ils arrivent à s'organiser sur un deux matchs pour être très bon, pourquoi pas sauver la saison par un parcours en Ligue des Champions plutôt sympa. Même si je suis pas sûr qu'il soit meilleur que Leipzig aujourd'hui. Mais voilà, donc vraiment, je veux voir comment Paris va se présenter contre le Barça au match aller, quels joueurs vont être choisis et comment ça va défendre, à quelle hauteur, comment ça va attaquer, mais surtout comment ça va défendre, parce que c'est normalement ce qui fait un peu le style Pochettino. L'attaque est assez libre et parfois entre la flexibilité et l'anarchie. Par contre, comment ça défend, c'est assez précis d'habitude, et pour l'instant, ça ne l'est pas. Donc c'est ça qui m'intéresse le plus, mais là, franchement, des matchs de Ligue 1, j'ai pas tiré grand-chose.
Florent, est-ce qu'il y a le moindre truc que tu as pu voir sur ce match dont on pourrait imaginer que c'est une espèce de préparation au match de Barcelone ou à des échéances futures? Parce que parfois on voit pas forcément le truc à l'échelle du match, mais après coup, t'en vois d'autres 3 semaines après et tu fais ah oui ok tel match en fait il avait installé machin faux pied parce que il avait repéré que tel défenseur et en fait c'était une forme de test grandeur nature. Sachant que je pose cette question-là, mais Paris n'a pas forcément le loisir de faire des tests puisque le titre est loin d'être acquis. Bah, j'ai envie de parler de deux choses. C'est la première, c'est le positionnement de Verratti, euh, avancé, avancé sur le terrain et finalement qui est le déclencheur du pressing parisien aujourd'hui. Et je me demande si, voilà, dans des matchs normaux, on aura Verratti à côté de Paredes et Neymar à côté, enfin derrière l'attaquant. Et si dans des gros matchs, donc peut-être justement face au Barça, si Verratti ne sera pas ce premier élément déclencheur du pressing aux côtés d'un avant-centre à voir qui ce sera, et d'avoir ensuite un Gay qui renforce le milieu aux côtés de Paredes. Je ne serais pas surpris que ça, ce soit des choses que l'on voit dans les grands rendez-vous et donc face à Barcelone. De toute façon, si Di Maria est blessé jusqu'au match du Barça, je pense que c'est encore plus simple de faire sauter un des attaquants et te dire on fait Neymar, Mbappé, Icardi ou Neymar, Mbappé, Keane et puis notre milieu passe à 3, tu vois. Contrairement au 4-2-3-1 que Pochettino installe généralement. Bah là, on était en 4-2-3-1 à Marseille alors qu'on n'avait pas Neymar, Ouais. de toute façon. Oui, mais avec les 3 profils de milieu, je veux dire, tu vois, c'est-à-dire que ton 10 c'est Verratti au lieu que ton 10 soit Neymar derrière un Oui, attaquant. ça d'accord. C'est ça que je voulais dire. Mais ça, je serais pas surpris. Et il y a ce rôle donné à Mbappé très écarté, qui l'oblige, disons qui en fait un élément un peu à part du système. C'est-à-dire, on le voit. J'ai trouvé que Mbappé ne faisait pas ce qu'il pouvait faire les fois d'avant, c'est-à-dire d'essayer de faire du Neymar. Il est resté vraiment sur ses qualités sur ce match, même si en deuxième mi-temps il est un peu rentré intérieur, etc. Mais j'ai trouvé plus intéressant que dans d'autres rencontres où j'avais pu l'apercevoir voilà, sortir un peu de son registre, où il était particulièrement efficace. Et je l'ai trouvé très bon sur ce match hier, parfois impliqué en plus sur certaines actions où il fallait revenir défendre, faire le petit effort qui permettait de couper une transition et de mettre fin à une remontée de balle adverse. Donc un Mbappé plutôt pas mal sur ce côté gauche, dans ce rôle voilà, un peu à part comme je le disais, où tu avais 3 joueurs à l'intérieur et Mbappé excentré gauche. Et je me demande si justement face au Barça, on va pas avoir droit à ce genre de choses, c'est-à-dire un Mbappé un peu décollé, détaché d'une animation qui serait là pour garder la balle, mais un gars voilà, utilisé uniquement au moment où il faut faire mal, où il faut accélérer, où il faut aller à 1 contre 1 avec un adversaire qui serait peut-être pas prêt à défendre sur lui. Et c'est vrai que les latéraux du Barça, cette année, ne sont pas forcément les joueurs les plus armés pour bien défendre, justement. Oui, il y a notamment Mingueza qui joue pas mal latéral en ce moment. Ouais. Alors que ce n'est pas son poste et c'est même pas un joueur qui était censé débuter des matchs en début de saison. Donc effectivement, il y a peut-être un truc à exploiter. Et j'en profite pour remercier tous les gens qui, à chaque but sur un contre de corner, inondent mes mentions Twitter. Je suis toujours très content. Et donc du coup, je suis doublement content parce qu'en plus, j'ai l'impression d'avoir créé un culte et dont je ne suis pas le leader, mais dont l'action en elle-même est le point clé. Donc ça me fait très plaisir. Et entre ça et les relances ratées d'Alisson, Raphaël et moi avons vécu un week-end, même un dimanche, qui répondait bien à nos grandes théories. Tu peux rajouter le gros match de Koundé pour faire plaisir à Flo. Oui, Koundé qui est en train de devenir un joueur qui est défenseur central, mais en fait se retrouve limite numéro 8 en possession et va taper. Il y a un moment où il fait un dribble dans son camp, où il fait une talonnade petit pont sur un adversaire de haut jeu, où il porte la balle jusque dans les 30 mètres adverses. C'est à voir, c'est assez rigolo, mais c'est assez impressionnant en tout cas. Raphaël, tu voulais dire un mot de Lens-Rennes, alors tu vas dire un mot. Moi je vais juste dire un mot du match de la Juve face à la Roma, victoire 2-0 de la Juve, pour dire que cette équipe qui avec Pirlo avait commencé avec des grands principes, avec son ballon, du pressing, de la flexibilité, est encore capable de faire de l'ancienne Juve où alors je vais pas dire qu'on garde le bus, hein, mais on joue le contre, on met 2 actions, on subit le reste du temps, mais sans trop concéder non plus. Et voilà, on prend les points. Donc comme quoi,
Comme quoi cette Juve-là garde aussi son ADN de winner, mais sans forcément être capable de mettre la manière, et c'était vraiment pas un match... Enfin, c'était pas horrible, mais c'était pas un match incroyable, parce que c'était un peu le stéréotype de la victoire à l'italienne, même si cette notion n'a pas beaucoup de sens. Raphaël, toi sur Lens-Rennes, qu'est-ce que tu veux dire rapidement? Plusieurs choses déjà que Kakuta a manqué. Bon, ça c'est un peu évident vu son style et le fait qu'il n'y ait pas d'autres joueurs qui ressemblent à lui dans l'effectif lensois, mais que Fofana a joué du coup à sa place et que Fofana est pas fait pour jouer entre les lignes comme ça et jouer un rôle de meneur. Il a reçu des ballons, mais il a souvent été en dehors du bloc et joué vers l'arrière quand il a reçu les ballons. Euh, j'ai bien aimé le match malgré le peu d'occasions et le fait que ça se soit calmé petit à petit. Le début avait été sympa et ensuite ça s'est un peu affaibli en termes de rythme et de nombre d'occasions. Mais j'ai bien aimé parce que c'est deux équipes qui savent à peu près ce qu'elles veulent faire. Là, Stéphane s'était adapté en plus en mettant une défense à 3 en se calquant un peu sur ce que faisait Lens. C'était 3-5-2 contre 3-5-2 à peu près. Donc là-dessus plutôt sympa. Kamavinga, dont le jeu vers l'avant pour moi peut toujours s'améliorer et vraiment beaucoup s'améliorer. Il avait très bien démarré sur cet aspect en début de saison entre ses buts, ses percées, ses matchs en équipe de France. Et je trouve que là, dans ses orientations, dans ses premières intentions, il est souvent pas négatif mais neutre. Il va pas arrêter des actions qui auraient pu donner un but, mais il va pas non plus, quand il voit un mec partir dans le dos, claquer une passe dans la profondeur. Et ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'il y a beaucoup de joueurs maintenant qui. Et c'est peut-être une consigne des coachs parce qu'on veut arriver en bloc ensemble dans le camp adverse. Mais il y a beaucoup de joueurs qui refusent un intervalle ouvert dans la passe. Je sais pas, c'est un truc que j'ai remarqué ce week-end et qui m'a pas mal énervé. Enfin, je pense que tu peux le remarquer tous les week-ends, mais des ailiers qui partent dans le dos, qui attaquent l'espace entre le latéral et le central, et puis il n'y a personne qui va claquer cette passe-là. C'est un peu dommage. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre sur ce match-là? Belle entrée de Jonathan Klaus, ton ami de conférence de presse, Christophe, qui a l'air très bon dans cet exercice, qui a, Oui. qui a été plutôt pas mal. Viens sur Coparena, Jonathan Klaus, viens parler avec nous, qui a l'air plutôt cool. Très bon match bon match de Guirassy, parce que Dojo et dans ses déviations, il a apporté ce qui manquait à Rennes depuis pas mal de temps, et ce qu'il a manqué notamment sur la période où on avait eu Damien Da Silva en interview. Alors le duo avec Terrier manque encore parfois de compréhension, de connexion, mais Guirassy est vraiment très sympa à avoir joué. Et voilà, non, c'était plutôt cool dans l'ensemble. C'était pas fameux, mais il y a eu des bonnes séquences et c'est deux équipes qui sont assez sympas à avoir joué, qui ouvrent le jeu et qui du coup sont souvent impliquées dans des rencontres que j'aime bien voir. Le Rennes-Lyon que Flo avait analysé avait été très très intéressant. Celui-là était moins kiffant, mais du coup ces deux équipes, quand je me pose devant ces deux équipes, je passe un bon moment en général. Sur Même, 10, même si apparemment les note. supporters rennais sont assez déçus de la saison et du jeu, mais je sais pas, c'est peut-être parce que le curseur Ligue 1 est assez bas. Oui, et puis là, il y avait la volonté de matcher le système lensois. Je sais qu'à Lens, ils l'ont vraiment pris comme une marque de respect, ce qui peut être le cas, hein, effectivement. Mais limite, c'était leur plus grande victoire. Alors ils auraient préféré gagner le match, mais le côté l'adversaire s'est adapté à nous, alors que d'habitude c'est plus le petit qui s'adapte à l'adversaire. Même si là, les deux équipes sont séparées par 2 points au classement, donc il y a moins la notion de petit et de gros. Mais Ah c'est oui, vrai que et pour un promu, c'est une marque de reconnaissance aussi. un petit mot pour Cahuzac et Jonas Martin. Oui, bah c'est ce Qui... que j'allais te dire. J'allais te demander de noter la bagarre sur 10. Est-ce que tu... Alors ouais, l'échauffourée on va dire, parce que c'est pas une énorme bagarre, même si j'ai mis bagarre dans mes notes. Non, je la note, alors en termes d'intensité c'est du 4-5/10, il n'y a rien de fameux. Par contre en termes de détermination et limite d'inconscience, c'est 10/10, parce que l'arbitre les calme, et leur dit les gars on arrête sinon je vous sors, etc. Les gars, tu sens qu'ils n'ont pas envie d'arrêter du tout. C'est-à-dire que dans leur regard, dans leur manière de parler, les gars sont pas du tout apaisés. Donc l'arbitre dit bon bah replacez-vous. Et dans les 5 secondes suivantes, Cahuzac va mettre un coup de tête à Jonas Martin. Enfin un coup de tête. Un mini coup de tête à Jonas Martin, mais vraiment devant l'arbitre. Qui a l'air tellement, je sais pas, marqué par cette absence de respect et cette absence de conscience qu'il sort pas de carton rouge. Alors que enfin, c'est pas un gros coup de tête, il n'y a pas violence, mais le fait que tu les amènes devant toi, tu leur dis calmez-vous, on arrête les conneries, et que devant toi, dans la foulée, ils refont la même chose en pire, je sais pas. En fait, si je me mets en position d'éducateur, si les petits avaient fait ça au foot, où je leur dis vous arrêtez de vous embrouiller, stop, sinon je vais sanctionner, et qu'ils refont devant moi dans la foule et le truc, je sais pas, moi j'aurais câblé. Mais l'arbitre a été assez calme, et j'avais l'impression qu'en plus à la fin du match, il voulait le refaire.
Donc, limite, dans ces cas-là, je serais de l'avis qu'il faut faire comme au hockey. Les mecs, vous parlez beaucoup, bah, vous allez vous mettre sur le côté, on joue à 10 contre 10, et celui qui se fait défoncer prend un point bonus pour son équipe, je sais pas. Ou pas un point bonus parce que ça encouragerait les bagarres, mais celui qui perd prend rouge, et celui qui gagne reste là pour les matchs suivants. Non, mais parce qu'à un moment, les mecs, vous parlez, et vous chauffez, vous emmerdez l'arbitre, bah allez-y, quoi. Enfin, sinon, on arrête et on joue au foot. Enfin, je sais pas. Mais en plus, Cahuzac, juste avant, je crois que le commentaire disait oui, Cahuzac qui s'est apaisé par avant, qui s'est développé et tout. Et là, tu vois que le mec peut pas du tout contrôler ses émotions. Avec Jonas Martin qui fait un peu peur dans son regard dans ces moments-là. Donc c'était la deuxième mi-temps était pas folle, mais ce moment-là était sympa. Oui, et surtout, en fait, moi, le truc que j'ai vraiment trouvé lunaire là-dedans, c'est que en fait, le match se termine, les deux continuent à s'embrouiller, et t'as des plans sur le reste du terrain où t'as les adversaires bras dessus, bras dessous, qui rigolent entre eux, etc. Et t'as les deux qui sont en train de se chauffer, alors que c'est pas du tout l'ambiance du match, en fait. C'est vraiment les deux mecs qui s'embrouillent dans un bar, et tout le reste du bar est joyeux, et tout le monde se fout d'eux, genre allez-y, faites votre vie, mais c'est pas du tout notre guerre, donc c'est assez étonnant. Voilà. Bon, écoute, merci Raphaël pour tout ça. De rien. Pas grand chose à rajouter. Non, du tout. Donc, on va passer au pari avec notre ami et partenaire PMU.fr. PMU vous présente la séquence prono. Les paris, vous avez remarqué depuis quelques semaines, on ne revient pas trop sur le bilan des paris de la semaine précédente parce que c'est généralement assez décevant. Nous, on ne va à nouveau pas le faire cette semaine, et tant pis. Mais sachez que si on était dans une bonne passe, on ferait les fanfarons, et que j'ai quand même cru à ce que la Roma marque le premier but et ensuite perde, mais malheureusement elle a raté 150 occasions avant de prendre le premier but. On va commencer par Florent, qui écoutait religieusement Raphaël nous narrer les aventures des Lensois et des Rennais. Tu as un pari français, un pari espagnol. On va commencer en France avec le SCO de Stéphane Moulin face au Nantes de Raymond Domenech. Oui, je continue à faire confiance au SCO malgré le fait qu'il m'ait planté ce week-end en perdant largement face à Nice, alors que j'avais imaginé une victoire du SCO justement sur la pelouse de Nice vu les résultats précédents. Donc je reste quand même sur le SCO parce qu'ils affrontent le FC Nantes de Raymond Domenech, un FC Nantes qui n'a toujours pas gagné depuis le 8 novembre, ce qui m'a amené à lire cette très belle anecdote, c'est-à-dire que Nantes n'a pas gagné un match depuis que des gens ont pu faire le Vendée Globe, faire le tour du monde à la voile et revenir, et Nantes n'a toujours pas gagné de match. Voilà, je trouvais ça assez rigolo et assez marquant comme anecdote. Et donc face au SCO qui justement a encaissé une grosse défaite ce week-end et va devoir réagir à domicile, je me dis que le SCO peut rebondir justement face au FC Nantes, un FC Nantes qui en fait n'attaque plus forcément avec Raymond Domenech, mais ne défend pas bien non plus. On l'avait vu notamment face à l'AS Monaco. C'est quand même très très compliqué pour cette équipe aujourd'hui, et face à un SCO qui va devoir absolument réagir, je pense que Angers peut gagner et surtout ne pas encaisser de but. Voilà, victoire d'Angers sans encaisser. La cote est à 3,10. Absolument. Et puisque c'est un épisode de retape, même si on en fait beaucoup régulièrement, en même temps c'est notre podcast, on fait un peu ce qu'on veut, j'ai écrit sur Eurosport il y a quelques jours un article sur le Nantes de Raymond Domenech. J'en parle à la fois pour dire que si les gens veulent en savoir plus, ils peuvent lire ça, mais aussi car je me suis infligé les matchs du Nantes de Raymond Domenech, et du coup je ne veux pas faire ça en vain, donc je veux rentabiliser et que les gens le lisent, parce que ce n'était pas forcément bien, hormis la première période face à Saint-Etienne. Ce n'étaient pas des moments fort agréables et qui ressemblaient au foot de 2021. On était plus en 2010 avec des blocs compacts. Florent, ton deuxième match, c'est Séville-Huesca. Séville-Huesca, en effet, un choc, presque un choc des extrêmes en Liga, puisque Huesca est dernier. Huesca a posé des problèmes au Real Madrid ce week-end, mais qui ne pose pas de problème au Real Madrid de toute façon, alors que Séville est quand même sur une très belle passe depuis leur défaite face à l'Atlético Madrid mi-janvier. Ils sont sur 4 victoires d'affilée, justement face à des adversaires de la deuxième partie de tableau. Ils ont battu Alavés, ils ont mis 3-0 à Cadiz, 2-0 à Eibar, 3-0 à la maison contre Getafe. Et je me dis qu'au moment de retrouver Huesca qui est dernier du championnat, vu le nouveau potentiel offensif de cette équipe, l'arrivée de Papou Gomez, son intégration dans l'équipe qui célèbre déjà comme lui, je me dis que face à Huesca, Séville peut rester sur son rythme
Voilà, et enchaîner une 5e victoire d'affilée, avec le petit twist, histoire d'être un peu joueur, c'est de jouer la victoire de Séville à -2, c'est-à-dire une victoire par 3 buts d'écart au minimum. Ce qu'ils ont mis à Getafe, et comme je le disais, ce qu'ils ont mis aussi à Cadiz lors de leurs 2 derniers matchs à domicile. Et je me dis, le tarif, on va rester sur le même tarif, et on part donc sur une victoire par 2 buts d'écart au moins, non, par plus de 2 buts d'écart, du FC Séville. Et c'est coté à 5. Absolument. Et à noter que Papou Gomez, en 33 minutes, je crois, a touché 20 ballons de plus que le joueur de Getafe qui a touché le plus de ballons sur ce match pendant les 90 minutes, ce qui illustre un petit peu à la fois le fait que Papou n'ait pas évolué en marge du jeu, qu'il était assez souvent recherché, et puis l'adversaire qui, comme je disais dans l'épisode précédent concernant Kubo, au-delà de tout ce qui est système, etc., à partir du moment où tu as 30% de possession de balle, le fait d'avoir un joueur qui est à l'aise avec le ballon dans les pieds, peu importe où tu l'alignes, ça va être un petit peu compliqué pour lui. Raphaël, toi tu as également un pari français, un pari anglais. Je vais commencer par la France, tiens, c'est pas l'ordre que tu m'as donné. C'est un derby de l'Est, mais Strasbourg. Oui, je sais pas si les gens de l'Est l'appellent comme ça. En fait, je sais pas. Écoute, je suis à moitié de l'Est et je l'appelle comme ça, donc on va l'appeler comme ça. Très bien. Non, mais je sais pas dans le triangle Metz-Strasbourg-Nancy qui est le plus haineux de l'autre, tu vois. Je pense que c'est très partagé. Hein. T'inquiète pas là-dessus. Tu penses que c'est oui. C'est un pure feuille-ciseau. C'est-à-dire que les trois. En fait, ça dépend. Est-ce que c'est la rivalité interne entre des équipes lorraines ou est-ce que c'est la rivalité Alsace-Lorraine? Mais les deux sont des rivalités en fait. Donc. Très bien. Écoute, on verra bien. Selon les supporters messins et strasbourgeois nous diront. Et non pas les fans, qui n'est pas le sens français du mot supporter. Voilà, je profite pour parler mes marottes. Mais Metz-Strasbourg, pourquoi je suis allé sur ce match? Parce que la cote de Metz est plus forte que celle de Strasbourg, alors que le match est à Metz, même si le domicile extérieur n'est plus vraiment important aujourd'hui. Mais je comprends pas pourquoi du coup. Metz est moins bien coté que Strasbourg. Metz est à 2,95, ce qui me semble une bonne cote pour recevoir comme ça Strasbourg, mais c'est sur une dynamique plutôt correcte. Alors ils étaient très bien il y a quelques jours et quelques semaines de ça, même si c'est plus des jours parce que les matchs s'enchaînent. Là ils viennent de faire match nul contre Montpellier et de perdre à Saint-Etienne dans un match très pauvre en occasion. Je vois que ça a fait 0,56 contre 0,33. Mais de l'autre côté, Strasbourg n'est pas non plus en furie. Ils ont perdu contre Lyon, ils avaient fait un match moyen contre Brest à domicile, et avant ça ils avaient perdu contre Reims, qui n'est pas non plus une équipe foudre de guerre, en se créant aussi peu d'occasions. Donc je mise sur ton ami Christophe Kiki Kouyaté, sur Farid Boulaya, dont on avait parlé dans les potentiels MIP lors de l'épisode précédent, les joueurs qui ont plus progressé. J'ai pas d'éléments pour dire que Metz va plus ou moins gagner que Strasbourg, mais vu que la cote est plus élevée pour Metz et que le match est à Metz, je pars là-dessus, en espérant que Fred Antonetti nous sauve de nos paris catastrophiques ces derniers temps. Ton deuxième pari, tu as déjà parlé beaucoup de cette équipe, c'est Liverpool qui se déplace à Leicester. Ouais, et là c'est un coup à deux bandes. C'est un hommage aussi au cuche, parce que en fait je parie sur Leicester qui est à 3,45 contre Liverpool, pour une raison déjà première, c'est que soit je passe mon pari, soit je suis content que Liverpool n'ait pas perdu à Leicester, parce que vu la dynamique ce serait plutôt pas mal. Leicester est un concurrent pour le top 4, et en même temps Liverpool est en difficulté défensive contre Leicester, qui est une équipe qui sait se créer des occasions et qui s'en sort plutôt bien contre les gros, en tout cas mieux que les saisons précédentes avec Rodgers. Ils avaient battu Chelsea d'ailleurs il y a quelques semaines de ça. Donc il n'y a pas de perdant, enfin en tout cas je ne serai pas perdant dans cette histoire. Déjà c'est une première donnée, et comme on l'a dit, Liverpool a beaucoup de problèmes. Est-ce qu'ils vont là intégrer leurs deux nouveaux centraux, au moins un des deux ou pas? Qui va jouer au milieu de terrain? Beaucoup de questions, alors que Leicester s'en pose un peu moins. Bon là évidemment Leicester a fait 0-0 contre Wolverhampton, parce que qui ne fait pas 0-0 contre le Wolverhampton? Mais à domicile, dans une course comme ça au top 4, où je pense que Leicester est bien parti, peut-être mieux que les années précédentes, pour tenir la distance, contrairement à ce qui s'est passé notamment l'an dernier. Leicester à 3,45, c'est un peu comme le Metz-Strasbourg. Je pense pas que Leicester soit moins bon que Liverpool, quand je pense pas que Metz était moins bon que Strasbourg. Et la cote est plus élevée pour l'équipe à domicile, donc je pars sur Leicester 3,45 à domicile contre Liverpool. Magnifique, merci Raphaël. Florent, on enregistre, on est le 8 février
15h35. Je vois sur mon petit planning qu'il y a de la Ligue des Champions le 16 février, avec notamment, pas notamment, mais je vais être exhaustif, Leipzig-Liverpool et Barcelone-PSG, donc mardi prochain. Qu'est-ce que cela implique pour le calendrier de Vue du Banc ? Eh ben, ça implique que on va faire un double épisode de Vue du Banc la semaine prochaine. Alors, je ne sais pas exactement quand est-ce que les 2 épisodes sortiront. Logiquement, il y en aura un le soir de Barcelone-PSG. Ça me paraît C'est mardi donc. évident. Donc, mercredi matin, vous aurez votre nouvel épisode de Vue du Banc, c'est sûr. Maintenant, le deuxième, est-ce qu'il sera avant ce match-là pour rebondir sur le week-end, ou est-ce qu'il sera plus tard, genre le jeudi soir, à l'issue, Après Lille-Ajax. à l'issue par exemple de Lille-Ajax, oui. Donc voilà, en tout cas la certitude, c'est qu'il y aura 2 épisodes de Vue du Banc la semaine prochaine. Il y en aura un après Barcelone-PSG et il y en aura un deuxième à un autre endroit. Je pense plus après Lille-Ajax qu'en tout début de semaine, ça me paraît le plus logique. Mais du coup, ça veut dire que vous allez avoir quelques jours de plus à patienter, enfin un jour de plus à patienter pour avoir le prochain épisode de Vue du Banc. Heureusement, il y a beaucoup de contenu Copa Renard, ouais. donc du coup, nos amis Copa Renard peuvent en profiter. Merci Florent, merci Raphaël. Raphaël, est-ce que tu as un mot à ajouter avant de conclure cet épisode ? Non, j'avais une insulte pour un gardien de football professionnel. Mais non, content si on le fait, on fasse Lille-Ajax, parce que c'est vrai qu'on a tendance à zapper l'Europa League avec le calendrier de Vue du Banc. Alors, et j'espère d'ailleurs que malgré tout la sympathie que j'ai pour le jeu de l'Ajax, et d'ailleurs il y a un article à venir, que Lille va passer pour qu'on puisse continuer à couvrir cette compétition qu'on a un peu oubliée et qui pourtant est pas moins passionnante que la Ligue des Champions, vu les équipes qui s'y trouvent. Voilà, j'espère que ce sera un bel épisode. Oui. Et moi, le dernier petit mot pour saluer Julien Maumont et tous les gens de Téléfoot, parce que leur traitement du foot, je l'avais pas spécialement vu avant, et j'ai peur qu'on le revoie plus forcément sur cet angle jeu. Donc c'est un petit peu triste tout ça. Merci messieurs, merci à tous les gens qui nous écoutent, on vous aime, et puis rendez-vous la semaine prochaine pour la Ligue des Champions et plein de vues du banc. Ciao. Salut. Cordialement. Vous avez tout compris grâce à ce podcast, c'est le moment de parier sur PMU.fr. PMU, que les meilleurs gagnent.